Ça fait bientôt 7 ans que je vous parle d'animé et de manga à travers cette chaîne. Et bien qu'en cette année, on a eu l'occasion de s'intéresser à toutes sortes d'œuvres et d'évoquer différents éléments autour de la BD japonaise et de la japanimation, il existe encore de nombreux sujets à analyser ensemble. Si bien qu'aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de l'un d'entre eux, le manga d'horreur. Alors certes, c'est pas le genre le plus répandu qui soit, néanmoins certains auteurs réussissent avec le temps à connaître une certaine popularité, comme ce fut le cas ces dernières années avec Junji Ito et ses œuvres visuellement traumatisantes. Néanmoins on parlera pas de lui ici puisque le genre ne se résume pas uniquement à ça. Certains mangaka orientent leurs histoires vers un contenu plus trash, qu'on appelle torture porn, et d'autres plongent dans le drame psychologique, dans l'objectif à chaque fois de nous proposer des expériences traumatisantes. J'en veux pour exemple l'excellent Bonne Nuit Poun Poun qu'on aurait pu présenter dans cette vidéo, dans le sens où sa lecture est plus qu'impactante, néanmoins de là à le qualifier de manga d'horreur, quand même pas. À la place, j'avais plutôt envie de rendre hommage à deux auteurs adeptes du style, Yamamoto Hideo et Oshimi Shuzo, en présentant ici quelques-uns de leurs mangas respectifs. En effet, je trouvais ça plus pertinent de parler de ces deux-là, même si pour Shuzo, on n'évoquera qu'une seule de ses œuvres, puisqu'ils ont chacun leur manière pour présenter l'horreur, que ce soit graphiquement ou psychologiquement. Bien évidemment, je précise que les trois mangas que l'on va voir aujourd'hui ne sont pas à mettre entre toutes les mains, et mon but ici n'est pas forcément de vous conseiller de les lire, puisque pour les plus jeunes et les plus sensibles, ça pourrait être extrêmement dérangeant. Bref, sur ce, bonjour à tous, c'est Aniki, préparez-vous à plonger avec moi dans les tréfonds de l'âme humaine pour découvrir ce qu'il s'y fait de pire et de plus traumatisant. Ah oui, pensez aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me fera plaisir. Homunculus. On commence donc avec un manga de Yamamoto Hideo. C'est un auteur qui aime mettre en scène la cruauté des hommes via une violence exacerbée, donc préparez-vous à des trucs bien choquants, même si Homunculus est très léger par rapport à l'une de ses autres œuvres qu'on verra tout à l'heure. Dans Homunculus, on suit le quotidien de Suzumu Nakoshi, un homme mystérieux et évasif sur son passé, qui vit modestement dans sa voiture, garée entre un hôtel de luxe et un parc abritant de nombreux SDF. Difficile de savoir qui il est vraiment et pourquoi il se retrouve là entre deux mondes, néanmoins une rencontre va venir chambouler son existence. En effet, il va faire la connaissance de Manabu Ito, un riche étudiant en médecine, un peu loufoque, qui s'intéressant au paranormal et à l'occultisme, rêve de comprendre en profondeur l'être humain. Ainsi, lorsqu'il découvre Nakoshi et comprend à quel point ce dernier semble différent, il lui propose un marché, lui faire subir une trépanation en échange de 700 000 yens. Je sais, vous avez beaucoup de questions à ce moment-là, mais pour faire simple, il lui propose 5000 balles et en échange, il lui creuse un trou au milieu du front. Alors, ça peut sembler complètement con dit comme ça, mais pourtant la démarche est bel et bien scientifique, puisque selon Ito, un tel trou permettrait au cerveau de décupler ses compétences et d'acquérir un sixième sens. Donc, vous l'avez compris, Nakoshi accepte le marché et se fait donc percer le crâne, ce qui va réveiller en lui une nouvelle faculté. En soi, c'est assez compliqué de vous le décrire comme c'est fait dans le manga, donc pour résumer grossièrement, disons simplement qu'il arrive à voir les craintes et les traumatismes que les gens cachent en eux. Si bien que lorsqu'il se concentre, il voit apparaître devant lui des homunculus, autrement dit des êtres déformés qui symbolisent ses psychoses. À partir de cet instant, sa vie va tourner au cauchemar, puisqu'il va remettre en question le fondement même de l'humanité au point de finir par se perdre dans cette nouvelle réalité. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le travail de Yamamoto Hideo, c'est que outre son attrait pour la violence et son génie pour la représenter, ce qu'il aime, c'est rendre ses œuvres dérangeantes grâce à des personnages tous plus marginaux les uns que les autres. Ainsi, Nakoshi est un protagoniste complexe et profond, dans le sens où sommeille en lui une noirceur qu'il peine à contenir, mais également à comprendre. Néanmoins, de par son nouveau don, il va réaliser que tous les êtres humains sont comme lui, et que ces derniers, abandonnant leur subconscient, enfouissent au plus profond de leur psyché les pires traumatismes. C'est alors qu'au fur et à mesure que l'histoire avance que la notion de bien et de mal s'évapore, ne laissant que transparaître un spectacle froid et hypnotique qu'on ne peut s'empêcher de suivre. Et c'est là la vraie force d'Hideo, puisqu'il parvient parfaitement à retranscrire les psychoses humaines, grâce à un aspect très visuel de son sujet, mais aussi via l'intermédiaire de son protagoniste. En effet, Nakoshi, que l'on décrit comme entre deux mondes, peine en réalité à trouver sa place. Ayant vu de près la réalité de cette société, il a perdu goût en toute chose et tente par tous les moyens, et même les plus étranges qui soient, de retrouver ses sensations. Je pense que tous ceux ayant lu le manga se souviendront toujours de ce qu'il aime faire avec ça. Ainsi, on nous dépeint les pensées d'un sociopathe qui, face aux événements qu'il va vivre et à cause de ses propres démons, va sombrer peu à peu dans une démence totale. En réalité, Homunculus ne reflète que la vision de l'auteur sur le monde qui nous entoure, et ça de la manière la plus intelligente qui soit.
Certes, c'est pas le manga le plus traumatisant de cette vidéo, mais c'est assurément le plus dérangeant. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance et contemplez l'être humain dans ce qu'il a de plus simple et de plus pathétique. Pour finir, je dirais que c'est assez amusant de comparer Homunculus avec ses autres œuvres, puisqu'on remarque qu'ici, il réussit l'exploit de trouver le parfait équilibre entre drame psychologique et horreur, si bien que tout le long de notre lecture, on peine à comprendre où l'auteur souhaite nous amener. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que ce voyage ne vous laissera pas indifférent. Ichi no Wadashi. On enchaîne avec cette fois-ci une œuvre d'Oshimi Shuzo, qui a écrit pas mal de choses à l'image des Fleurs du Mal, Happiness ou encore Dans l'intimité de Marie. Apparemment, tous ces mangas-là sont incroyables, mais je les ai pas encore lus, c'est pourquoi aujourd'hui on va uniquement parler de Ichi no Wadashi ou dans son titre français, Les Liens du Sang. Et clairement, j'annonce la couleur, c'est assurément le manga de cette vidéo qui m'a le plus marqué, donc préparez-vous. Première vue, on fait la découverte d'une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. Un père salarié et une femme au foyer qui élèvent ensemble un jeune adolescent profitant de sa vie comme tous les garçons de son âge. Cette image, c'est celle que tout le monde se fait de cette famille, et même au sein de cette dernière, tout semble normal. Néanmoins, les apparences sont souvent trompeuses, et du côté du jeune Seishi, il ne se rend pas compte que sa mère semble un brin trop protectrice avec lui. Mais bon, en soi, on pourrait se dire que c'est normal. Seiko, la mère, étant femme au foyer et ayant un mari relativement absent, toute son existence tourne autour de son fils. Malheureusement, lors d'une belle après-midi ensoleillée durant une balade en montagne, un événement tragique va venir détruire cette supercherie. Alors que Seishi s'était laissé emprisonner dans un cocon d'amour maternel l'éloignant du reste du monde, ce n'est qu'à cet instant qu'il réalise la folie de sa mère. Ne pouvant s'échapper, il va faire face à l'expérience la plus traumatisante qui soit, et découvrir que celle qu'il aimait le plus est en réalité manipulatrice, violente et psychopathe, disons-le clairement. Vous l'avez compris, l'œuvre s'attarde sur une thématique peu répandue, celle des relations toxiques, en mettant en avant l'aspect malsain d'une mère et de sa possessivité qui tourne à la folie. Et pour représenter ça, l'arme préférée d'Oshimi Shuzo, c'est le dessin et la mise en scène. Clairement, c'est le genre d'œuvre qui, à mes yeux, ne peut pas exister sous forme d'animé, puisque de par son aspect très crayonné, parfois même à la limite du dessin qui semble ne pas avoir été ancré, l'œuvre réussit déjà à être perturbante, puisque sa forme s'éloigne de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais le plus fou dans tout ça, bon, c'est clairement la mère de Seichi, mais c'est surtout que ça s'arrête pas là. La force d'un manga en tant que médium, donc en tant que support, c'est de pouvoir jouer sur le suspense à travers le format de ses pages. C'est pour ça qu'en général, ces derniers sont construits de manière à ce que les éléments frappants se trouvent sur la page de droite, si bien que lorsqu'un lecteur tourne une page, il se retrouve face à une scène, une case ou même une double page qui marque les esprits. Et autant vous dire qu'avec les liens du sang, côté case marquante, vous allez être servi. Regardez-moi la violence de ces images. Le style est totalement déstructuré, le fond disparaît et ne laisse apparaître que l'horreur du moment qui se grave sur le visage des personnages. C'est à couper le souffle. Et encore, là je vous montre des dessins sans contexte derrière, mais il faut imaginer qu'en plus de ces coups de crayon, on rajoute tout le développement psychologique et le traumatisme que subit Seichi à mesure que l'histoire avance. Au final, c'est ça le plus marquant avec Ichi no Wadashi. J'ai jamais été sous le coup d'une relation toxique et j'ignore totalement si ce fut le cas pour l'auteur. Pourtant, malgré tout ça, j'arrive parfaitement à ressentir l'effet d'isolement et de cloisonnement qu'une victime peut vivre, et c'est tout bonnement traumatisant. En fait, le truc c'est que, contrairement au troisième manga qu'on verra juste après, Ichi no Wadashi n'est pas gore ou trash, mais pourtant, de toute cette vidéo, c'est celui que je trouve le plus violent, tant son histoire et sa mise en scène sont choquantes. Après, il faut pas oublier que l'histoire ne se développe pas uniquement autour de cette relation mère-fils, bien que ce soit le fil rouge de l'histoire. Seichi étant un adolescent dans la fleur de l'âge, il va être amené à découvrir un peu plus le monde qui l'entoure par lui-même, sauf que bon, vous vous en doutez, ça va pas plaire à sa daronne, et genre vraiment pas. Je vous ai pas parlé aussi du fait que l'histoire se suit via des retournements de situation et des cliffhangers, qui permettent au manga de pas s'essouffler et de vous garder en haleine tout au long de votre lecture. Certes, dans l'introduction, j'évoquais le fait que cette vidéo n'avait pas pour but de vous inciter à lire les mangas dont on allait parler. Néanmoins, dans le cadre des liens du sang, je vous conseille vivement de vous plonger dans sa lecture, parce que c'est une œuvre remarquable et surtout son histoire mérite d'être lue par tout le monde. Ichi the Killer. Je vous le tease, depuis le début de la vidéo, il est enfin temps de parler de cette autre œuvre de Yamamoto Hideo. Et croyez-moi, sur parole, vous allez assister à un spectacle visuel et explosif comme vous n'en avez jamais connu. Par contre, mon avertissement au cours de l'introduction vaut plus que jamais pour ce manga puisqu'il pousse la violence et la perversion à son
maximum. Donc même si c'est trop bien, si vous êtes jeune ou sensible, ne le lisez pas, et puis de toute façon, vous inquiétez pas, il y a plein d'autres trucs cool à découvrir. Bon. Ichi the Killer, de quoi ça parle? Alors que Yosho Hanjo, un boss d'un gang de Yakuza, vient de disparaître, emportant avec lui une forte somme d'argent, toute la mafia s'interroge pour savoir ce qu'il s'est réellement passé. Tandis que les chefs viennent à la conclusion qu'Hanjo s'est sûrement volatilisé avec l'argent, son second, du nom de Kakihara, sait qu'il n'en est rien. Il va alors tout faire pour le retrouver. Jusque-là, histoire classique, seulement voilà, on va dire que Kakihara est légèrement instable. Outre son apparence effrayante, il n'hésite pas à recourir aux pires tortures et à faire face à tous les dangers pour trouver les réponses à ses questions. D'autant plus qu'il semble inarrêtable puisque la douleur que ses adversaires peuvent lui infliger ne font que lui procurer du plaisir. Ouais, donc au cas où vous n'aviez toujours pas compris, il est vraiment chelou. Seulement, lors de son enquête, il découvre que son boss est en réalité mort de la main d'un étrange tueur solitaire du nom d'Ichi. Pris d'une fureur totale, il va se lancer à sa recherche et va, par la même occasion, faire éclater une guerre entre les Yakuza. Bref, c'est le début des emmerdes, mais pourtant ce n'est pas lui le personnage le plus important. De son côté, Ichi semble procéder de manière étrange lors de ses meurtres, massacrant à chaque fois ses adversaires pour ne laisser derrière lui qu'un bain de sang, des pleurs et des traces de son musper. Ouais, alors bon, je sais c'est bizarre, mais clairement c'est rien par rapport au reste du manga. Bien qu'effroyable, une fois qu'il enlève son armure de Roulette Rider, Ichi redevient un simple jeune homme timide et faible, qui lutte sans cesse contre ses propres pulsions. Néanmoins, ressassant sans cesse l'harcèlement qu'il a vécu en étant plus jeune, il expie sa peine en prenant un immense plaisir en massacrant des Yakuza, sous les conseils d'un vieil homme qui semble pour le moins étrange. Avant toute chose, vous comprendrez que je montre peu d'extraits violents, ou du moins que je les censure au maximum pour éviter que YouTube me tombe dessus. Voilà, maintenant que ça c'est dit, quel gigantesque bordel ce manga. Comme je l'ai évoqué, l'histoire dépeint en toile de fond une guerre entre Yakuza, qui va laisser libre cours à la folie des hommes. D'un côté Kakihara et sa bande, et de l'autre côté Ichi qui se fait totalement manipuler. Néanmoins, un lien unit ces deux êtres pourtant totalement opposés d'apparence, leur rapport avec la violence. L'un est masochiste et l'autre sadique, et je dis pas ça en surinterprétation, c'est littéralement évoqué comme ça dans le manga, et c'est également le fil rouge qui va suivre l'histoire au cours de ces 10 tomes. En réalité, la guerre des gangs auquel on assiste n'est qu'un contexte pour nous montrer des personnages hors normes, et surtout les voir réaliser les pires exactions possibles, sans pouvoir intervenir et sans que rien ne nous soit caché. Parce que le truc c'est que quand tu décides de mettre en scène les pires névroses, il faut y aller à fond pour montrer l'aspect glauque de la chose, mais le problème c'est que sur ce coup-là, l'auteur y est peut-être allé un peu trop à fond. Alors je me prononcerai pas sur le fait de savoir si Yamamoto Hideo est cinglé ou pas, mais le fait est que c'est assurément le truc le plus trash que j'ai pu lire. Ichi the Killer magnifie la violence pour la rendre d'autant plus impactante, et même si elle dépasse souvent les limites du possible, on reste intrigué et attiré par le spectacle auquel on assiste. En fait, on ressent un plaisir malsain à suivre le manga et à découvrir en profondeur les vices humains. Alors du coup il y a aussi beaucoup de scènes plus 18 dégueulasses, bien qu'on soit pas dans un hentai, mais en même temps le ton est donné très rapidement, donc faut pas trop s'étonner, bien que ça soit souvent très dur à lire. Et pour le coup, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est une scène où un mec se fait tirer dans le cul, genre littéralement dans la rondelle, avant de tomber d'un immeuble, ce qui fait que oui, la scène est horrible, mais d'un autre côté, on peut que remarquer l'aspect spectaculaire du moment. Vraiment, les mots me manquent pour décrire Ichi the Killer, c'est juste perturbant et totalement absurde. Tout le long, on espère trouver une morale juste, mais plus l'histoire avance, plus ça devient insoutenable. On réalise que dans cet univers-là, il n'y a pas de gentils et de méchants, mais uniquement des êtres abjects. Je pense tout particulièrement aux jumeaux dont certains se rappelleront et qui sont tout bonnement traumatisants, il n'y a pas d'autre mot possible. Et ça va aussi pour le personnage principal qui est un détraqué comme il en existe peu. Si bien qu'au final, le manga fait l'effet d'une énorme gifle pour nous rappeler que l'humanité n'est pas bienfaisante. Donc ouais, c'est très gore, ça plaira clairement pas à tout le monde, surtout aux âmes sensibles, mais je trouvais ça cool de vous en parler. Par ailleurs, fait intéressant, le manga a eu le droit à une adaptation en film, qui a connu un certain succès chez nous puisque réalisé par le très talentueux Takeshi Miike. Néanmoins, bien que celui-ci soit apparemment le film le plus choquant qui soit, tous ceux l'ayant vu confirment que le manga est 1000 fois plus traumatisant. Voilà, comme ça au moins ça vous annonce la couleur. Bref, en tout cas, bien que ces œuvres soient hors normes,
elles arrivent à faire l'essentiel, c'est-à-dire transmettre des émotions et raconter une bonne histoire. Certes, on peut difficilement s'attendre à des happy end ou même des moments d'insouciance, mais c'est pas grave, parce que le but de ce genre de manga, c'est de nous faire découvrir de nouvelles choses et de nous mettre face à la réalité du monde qui nous entoure, et juste pour ça, c'est fantastique. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail, mais également de me partager en commentaire des mangas ou des animés qui vous ont vous aussi traumatisé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aninki, ciao.